Merci Denis. Bonjour à tous et à toutes. Merci au comité scientifique du CREPSI. Merci Denis de votre invitation à venir vous parler depuis 2038. Merci pour l'exercice aussi. Alors, les années 2020 ont été indubitablement les plus difficiles. Quelle crise on a vécue ? Vu de 2038, quand on regarde en arrière, la psychiatrie de ces années-là ne fait pas vraiment rêver. En 2020, la psychiatrie publique représentait environ 15% des dépenses de santé. L'OMS alertait sur la part de plus en plus importante des maladies mentales parmi l'ensemble des maladies, évidemment de manière bien accélérée depuis la crise Covid. L'instauration du secteur dans les années 60, la sortie de l'asile, avait été porteuse de sens et de fierté pour l'ensemble de la profession. Mais rapidement, le secteur avait été victime de son succès, n'avait pas pu répondre à la demande dans son entièreté. Par ailleurs, il a parfois eu tendance à fonctionner en vase clos. Cette révolution du secteur était restée en partie inaboutie. Les plans santé mentale se sont ensuite succédés, disaient tous la même chose à peu près. Développement nécessaire de l'évaluation, de la recherche, décloisonnement des secteurs sanitaires, médico-social, ouverture sur la cité. En 2020, on n'avait pourtant jamais eu de traitement plus efficace et performant. Les internes, les étudiants en psychiatrie, étaient principalement formés à l'amélioration des symptômes. On leur apprenait très finement comment les identifier, les catégoriser, les classer, poser des diagnostics pour en diminuer leur intensité. Mais le système de soins, à l'époque, dans son ensemble, tendait à oublier que se remettre des troubles n'était que la moitié du travail, et que les personnes avaient aussi besoin de se remettre de l'exclusion sociale dont ils étaient victimes. Les psychiatres connaissaient assez peu le handicap psychique à l'époque, ni ses déterminants. La majorité d'entre eux n'avaient aucune formation en réhabilitation psychosociale et ne connaissaient que de très loin le concept de rétablissement. Et pourtant, les personnes concernées, elles, avaient des demandes. Avoir une place, une vie, une inclusion, des droits. Le système n'avait pas encore complètement les outils pour y répondre. Dans ces années-là, certains personnels traversaient une profonde crise du sens, qui s'accompagnait bien évidemment d'une crise des vocations. En 2021, une étude menée par le CCOMS montrait que 43% des psychiatres en France en exercice présentaient des symptômes d'épuisement professionnel. La spécialité était moins choisie par les étudiants, les services se dépeuplaient de leurs médecins, infirmiers, on assistait à certains replis corporatistes et à une perte de vision globale. Pour beaucoup, l'hôpital, ça n'était plus synonyme d'innovation, de recherche, de puissance d'équipe, mais seulement de charge, de lourdeur, de certification, de garde de nuit, de travailler plus et gagner moins. Il a fallu se confronter au manque de soignants pour faire ce constat. Il faut des soignants en nombre et engagés pour mener des projets, pour penser l'avenir, pour oser innover. Les nouveaux projets qui tentaient d'émerger ont même parfois été décriés. Certains professionnels considéraient les innovations, pourtant largement attendues par les usagers et les familles, comme menaçantes, illégitimes, plutôt que porteuses d'espoir. Comment on a pu arriver à une situation pareille ? Des soignants qui semblaient tellement malheureux des soins qu'ils proposaient et des soignés aussi peu satisfaits. Heureusement, on n'en est plus là. Aujourd'hui, en 2038, on peut les remercier largement, ces usagers. Ça a été eux les premiers acteurs de cette nouvelle révolution. C'est eux qui ont exigé du milieu psychiatrique tout entier de se réinventer. Ils ont pris la parole déjà. La crise Covid, pour ça, a été une opportunité. Elle a normalisé la vulnérabilité mentale, en particulier parmi les plus jeunes de l'époque. Le tabou s'est rapidement levé parmi les millennials, qui ont pris la parole pour revendiquer à la fois leurs troubles et leurs droits. On a eu les phénomènes Stromae, Grinch, toutes ces célébrités et ces sportifs de haut niveau qui ont levé le voile sur leur pathologie psychiatrique ou celle de leurs proches et qui ont revendiqué une déstigmatisation qu'ils ont lentement obtenue. Et puis les jeunes de l'époque, notre génération Z, elle avait grandi dans un monde où la stigmatisation elle-même est inacceptable, quel qu'en soit l'objet. Aujourd'hui, la Mad Pride est devenue une fête populaire, au même titre que notre bonne vieille Gay Pride. Les millennials,
les ont bien connus de plein fouet même, ces troubles psy. Ils ont grandi avec une intensification des facteurs de stress et une forte augmentation de la fréquence des troubles. Ils avaient aussi accès à un éventail de connaissances très large sur la santé mentale. Et ils vivaient les difficultés de santé mentale comme des entraves à leur projet de vie que les soins pouvaient et devaient améliorer. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui, l'éducation à la santé mentale fait partie intégrante des programmes scolaires, depuis la maternelle. Nos enfants apprennent le fonctionnement des émotions, des cognitions, ils utilisent des outils de méditation, de relaxation, et pour eux, c'est naturel de prendre soin d'eux sur ce plan-là aussi. Aujourd'hui, on a systématisé les PSSM, les premiers secours en santé mentale, sur le territoire, dans tous les collèges, lycées, universités. L'accès aux soins psychologiques et aux psychothérapies pour tous, avec leur remboursement, a été aussi déterminant. Les troubles mentaux ne sont plus un tabou, et l'accès aux soins dans ce champ aussi est un droit. Au total, cette relation aux troubles a permis aux personnes concernées de concevoir les troubles psy comme une situation temporaire, illégitime. Ils ont revendiqué de l'aide pour s'en sortir. Ils ont revendiqué le droit au rétablissement. On a eu les premiers pères aidants médiatisés aussi, souvent charismatiques, qui montraient la possibilité d'une vie possiblement heureuse, joyeuse, inspirante même, malgré et avec un diagnostic psychiatrique. La possibilité du rétablissement. Et ils ont été vus. La professionnalisation de la pérédance, avec la reconnaissance des diplômes et des carrières, a également apporté des nouveaux acteurs dans les lieux de soins. Là encore, la crise des soignants a accéléré la création de ces nouveaux métiers, a changé le paysage. Les soignants se sont retrouvés à côtoyer professionnellement des personnes en rétablissement. Et ça a modifié leur perception de la maladie psychiatrique, en particulier en corrigeant la fameuse illusion du clinicien, qu'on connaît bien, et qui consiste à voir les cas les plus sévères comme typiques de la norme. Ils ont pris le pouvoir aussi, ces usagers. Souvenez-vous, jusqu'aux années 2020, ce qu'on appelait les patients étaient avant tout considérés comme des objets de soins, d'intervention, des gens qu'on prenait en charge. Mais les usagers ont imposé des changements qui ont été déterminants. Rappelez-vous, c'est ce mouvement « Psycho-éduque-moi » porté par les usagers et des familles qui a finalement imposé l'accès au diagnostic, à l'éducation thérapeutique et au plan de crise conjoint ou directive anticipée en santé mentale pour tous dans les lieux de soins. Ils ont été entendus par les pouvoirs publics puisque ces revendications ont été au cœur de la loi de juillet 2025 intitulée « Droits et responsabilités des usagers en santé mentale dans le système de soins ». Cette loi qui a profondément modifié les relations entre soignants et soignés. Elle a rendu le plan de crise conjoint obligatoire, la formation aux 40 heures d'éducation thérapeutique pour tous les soignants, internes, étudiants, infirmiers, et elle a introduit une culture nouvelle de la relation et du partage d'informations. Toutes les études depuis ont montré ça. La pratique de la psychoéducation a été un formidable levier. En ETP, les soignants partagent tous une nouvelle manière de se positionner, de considérer les personnes malades. Ça a aussi redonné du sens et de l'empowerment, pouvoir d'agir aux soignants. Ça a été un vrai bol d'air, en fait. Ça a sauvé un paquet de lieux de soins. Nombreux sont ceux qui racontent aujourd'hui que sans la découverte de l'ETP, ils ne seraient pas restés en poste. Ça a été un tournant réel, cette loi de 2025. Et depuis, de fait, les personnes concernées sont aussi des personnes éduquées. Les usagers sont très vite devenus des nouveaux acteurs, responsabilités, écoutés. Et puis, il y a eu tous ces outils de self-management, la e-santé mentale. Maintenant, en 2038, les applications de nos outils connectés peuvent alerter chacun sur son niveau d'activité, de relations sociales, de sommeil et recueillent des informations comme la voix, la prosodie, qui nous renseignent, nous alertent sur notre situation de santé mentale. Ça n'a pas été simple, cette affaire. En donnant aux patients l'occasion de se responsabiliser, en introduisant des outils d'auto-soin, les soignants ont perdu le monopole de la surveillance. Mais bien évidemment, on ne peut pas s'autogérer sans l'aide d'autrui. Il a fallu réinventer le partenariat. Elle a eu du mal à s'installer, cette fameuse relation collaborative, souvenez-vous. Il a fallu lutter collectivement contre la culture centrale du risque et de la protection. C'est vrai qu'on en a eu des injonctions paradoxales. Promouvoir le pouvoir d'agir des personnes et protéger la société de tout débordement. Et finalement, ces dernières années, c'est dans les contraintes qu'on a avancé. Le fameux article 84 avait déjà rendu difficile le recours aux mesures d'isolement, mais complété par la loi de 2025, en imposant les plans de crise conjoints, l'ETP, ça a contribué aussi à la diminution de 30% des hospitalisations contraintes en 15 ans.
Les plans de crise ont aidé les personnes à prendre la parole pour identifier leurs espaces de sécurité, de soutien, leurs personnes ressources. Parce qu'on ne peut pas savoir à la place des personnes ce qui leur permet de se sentir en sécurité. On s'est posé avec elles des questions justes. Quel lieu, quel environnement, quelle forme de soutien peuvent être propices à l'apaisement de la crise? Ces plans de crise ont au total été une formidable source de créativité. Là encore, on en a inventé des solutions en 15 ans. On a vu fleurir dans les services hospitaliers les chambres d'apaisement, les chambres de défoulement. On a vu se multiplier les lieux de répit en dehors du système de soins, souvent autogérés par des réseaux de soutien des personnes concernées. Les alternatives à l'hospitalisation temps plein se sont évidemment développées de manière massive avec les soins intensifs à domicile, les HAD, développés dans chaque secteur. On a vu l'émergence des outils d'accompagnement tels que l'open dialogue, les réseaux de soutien entre pairs, qui aujourd'hui sont présents sur l'ensemble du territoire et représentent un vrai réseau de partenaires. Clubhouse, Maison Perchée, les GEM. Finalement, lentement, l'ensemble des acteurs a modifié sa relation avec l'hospitalisation. En dehors des situations très aiguës, l'hôpital est principalement devenu un lieu où les personnes viennent parce que c'est une source d'apaisement. La crise y est considérée comme une occasion d'apprendre de ses troubles. On y révise son plan de crise, évidemment. Mais au total, les personnes ont une large variété de choix. Finalement, ces dernières années, on a redéfini le prendre soin. Le secteur aussi a retrouvé et renforcé son rôle. Il est plus que jamais le maillon clé qui lie l'hôpital à la cité. Il est le pivot central qui coordonne les acteurs autour des personnes qui l'accompagnent. Il évalue les ressources et les besoins de manière précise, parce que pour faire du sur-mesure, il a appris à mesurer. Les soignants des unités ambulatoires se sont également appropriés les fonctions de case manager en complément de leur rôle de soignant. Ils sont centraux dans l'accompagnement des personnes et s'assurent que tout ce qui doit être fait soit fait, sans se limiter à la surveillance des symptômes. Ils accompagnent l'accès aux soins psychiques et somatiques, mais aussi avec les partenaires au droit, à l'insertion au logement, à la vie sociale et culturelle, affective, à la lutte contre le décrochage. Ils font du lien avec l'ensemble des services de la cité, avec les réseaux d'aide et de soins. Ils aident les usagers à disposer de l'ensemble des ressources de leur territoire. Quand même, en 15 ans, vous mesurez l'évolution, les avancées des accompagnements. Bien au-delà du secteur, on a pu s'appuyer sur les avancées qui ont été majeures aussi dans le domaine social et médico-social. La PCH, la prestation de compensation du handicap, déjà, il y a 15 ans, avait permis de penser un vrai accompagnement individualisé au quotidien. On a pris conscience ces dernières années qu'un accompagnement sécurisant pouvait être un puissant facteur de désinstitutionnalisation. On a pris conscience aussi que c'était sur le sur-mesure qui était la clé et la PCH a favorisé cet ajustement précis aux besoins des personnes. On a compris qu'en psychiatrie, le soin de précision était indispensable, mais pas suffisant. Il faut aussi un accompagnement de précision. Le développement de la recherche aussi a été central dans ces évolutions. En 2020, pour 15% environ des dépenses de santé, la psychiatrie représentait seulement 2 à 4% du budget de la recherche biomédicale. Aujourd'hui, on tourne autour de 10-12%, avec une explosion des publications scientifiques dans ce domaine. Là aussi, les usagers ont eu des exigences. Une psychiatrie basée sur les preuves, au même titre que les autres disciplines médicales, les mêmes droits que les autres patients. Les domaines d'innovation ont porté sur des différents thèmes, la génétique, l'épigénétique, les phénomènes inflammatoires et les soins nouveaux qui leur sont associés. Mais également, on est sorti d'une approche purement catégorielle des troubles psychiques. Les conceptions dimensionnelles ont rompu avec le concept de maladie au sens classique et ont ouvert le champ à des facteurs communs non spécifiques et à des traitements et soins à leurs effets. Ce qui a été aussi massif, c'est l'ouverture du champ de la recherche au-delà de la psychiatrie biologique et des neurosciences. Les approches psychosociales portaient en elles-mêmes les valeurs de soins centrées sur les preuves, sur l'évaluation précise des pratiques et de leurs effets. On est sorti des modèles théoriques purs. On a vu se développer des thématiques de recherche nouvelles et de nouvelles méthodologies mixtes, ainsi que l'essor de la recherche qualitative. On considère à nouveau la recherche comme une source de renouveau, de développement, d'innovation dans le domaine de la psychiatrie. On s'est réapproprié une réelle culture scientifique, une culture de la preuve, mais avec des nouvelles modalités d'émergence de preuves centrées sur les sujets, leur discours, leur subjectivité. La psychiatrie contribue aujourd'hui par elle-même, activement, à faire évoluer la recherche médicale dans son ensemble. Pour conclure,
Je pense que vu de 2038, on peut être fier du chemin parcouru. Le rétablissement est aujourd'hui un concept qui organise l'ensemble du système de soins. Il a redonné une place aux soignés et du sens pour les soignants. Il nous a permis de prendre soin de notre vocation de psychiatre. Chaque soignant, de celui ou celle qui contribue à créer des espaces de sécurité, d'attention, d'empathie à destination des personnes au cœur de la crise, jusqu'à celui qui l'aide à retisser un projet de vie, sait ce qu'il fait et pourquoi il est là. Je vous remercie de m'avoir écouté.